Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Donc oui, effectivement, j'ai respecté, non seulement je vais respecter mon programme et mon titre, mais j'ai essayé par ce programme et par ce titre de respecter celui du colloque. Donc j'ai été soit en grave manque d'imagination ou, une fois n'est pas coutume, bon élève sur le coup. Donc en me posant vraiment cette question-là, donc un peu de l'origine et du moment finalement où comment dire, ou entre ces attributions rétrospectives qu'on fait une fois que le genre en tant que domaine de pratique a été établi, donc une fois qu'on comprend ce que c'est la science-fiction, par exemple, on peut aller, ou le roman policier, comme j'en parlerai un peu, on peut aller s'amuser à s'imaginer que Oedipe Roi en était un, par exemple. Donc on a ces attributions rétrospectives ou Cyrano de Bergerac, etc., dans le cas de la science-fiction. Et d'un autre côté, entre ce moment-là et celui où, bien sûr, le genre est bien balisé, on le comprend, le genre s'institutionnalise. Et dans le cas de la science-fiction québécoise, bien comme l'institutionnalisation, c'est un mot que je suis pas capable de dire. L'institutionnalisation, merci, du genre se fait à la fois tardivement et très très vite en accéléré dans les années 70. On a toute une espèce de période de flottement avec laquelle je voulais m'amuser. Donc je parlais un peu du modèle épistémologique du roman policier. Pour moi, il était intéressant parce que souvent, quand on fait l'historicisation du roman policier, il y a tout ce moment intercalaire entre la période institutionnelle et la période préhistorique, où on peut remarquer une espèce de formation d'une conscience, du genre d'une tradition en train de s'inventer de différentes manières. D'une part, en regardant les transferts culturels, donc comment, d'une certaine façon, depuis les nouvelles de Poe, spécialement Double assassinat sur la rue Morgue, vers la France, chez Gaboriau, et ensuite Leroux, et ensuite vers l'Angleterre, comment certaines figures narratives donc commencent à s'échanger, commencent à se transformer, et comment, à travers les renvois intertextuels, on peut voir dans les textes comment les auteurs font référence à des textes d'origine et sont en train de baliser leur propre champ eux-mêmes en amont d'une institutionnalisation officielle. Il va falloir que je trouve une façon de ne plus parler de réalité institutionnelle. Donc, dans le roman policier, je le disais, on a toujours l'avantage, justement, de structure formelle. Donc, dans le roman policier, principalement en prenant le modèle du raisonnement hypothético-déductif, qui est en réalité un raisonnement abductif, et de la construction progressive, régressive du récit, donc d'une enquête qui avance en faisant rétrospectivement, en recréant rétrospectivement l'histoire d'un crime. On a deux figures comme ça qui sont quand même faciles à repérer dans les textes. Avantage qu'on n'a pas nécessairement dans la science-fiction, et tout spécialement dans la science-fiction primitive, en guillemets, parce que, bien sûr, on a à se reposer essentiellement, dans le cas de l'anticipation scientifique, sur des motifs, sur des aspects thématiques, soit, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu baliser, donc la question du futur comme horizon narratif, la question également de l'extrapolation techno-scientifique, donc comme motif récurrent. Et donc, d'une certaine façon, ce que je voulais faire, c'était de remarquer, d'essayer de trouver, donc, quand l'anticipation apparaît, ce qui est plutôt facile, quand l'anticipation se double de motifs techno-scientifiques, ce qui est un peu plus difficile, donc, avec des correspondances, donc des transferts culturels, comme je le mentionnais. Donc, d'une certaine façon, un mouvement centrifuge et un mouvement centripète, quand le champ de la science-fiction ou de l'anticipation québécoise prend conscience de lui-même, et à partir de quelles influences nécessairement extérieures. Donc, ce qui a été plutôt facile, donc j'essayais de travailler dans l'ordre et d'une certaine façon, c'est impossible parce que Jean-Louis Trudel, entre autres, que je vois qui est là quelque part, a fait ce travail-là avant moi. Ben, t'es juste là, oui. Donc, je te cherchais comme dans les derniers, au balcon. Donc, l'a bien remarqué en travaillant sur le roman d'anticipation, le roman de science-fiction canadien-français, francophone-canadien primitif. Donc, la question nationale, la question entre autres de la rédemption nationale apparaît bien plus tôt au Québec que toute forme de motif techno-scientifique. Donc, on est un peu pris avec ça, alors que dans la science-fiction mondiale, en dépit de spécificités locales, il y a un certain nombre de thèmes, d'universaux qui s'imposent. Au Québec, on est
très, très centré sur la question de la rédemption nationale, la question de l'anticipation, plutôt sur un mode social, et même sur le mode social assez délirant, on le verra. Donc, bien sûr, vous me voyez venir avec mes gros sabots, j'ai bien sûr commencé par le texte de Jules-Paul Tardivel, Pour la patrie. J'avais envie de relire ce roman-là comme de me faire arracher une dent, mais voire plusieurs, mais j'avais oublié à quel point c'était un livre quand même férocement drôle, de façon involontaire, évidemment, mais quand même, c'est mieux que rien. Donc, très vite, on se rend compte sur ce mode-là, pour moi, pour la patrie, ouvre un premier sous-genre que je vais détailler, qui est pour moi la fable futuriste ultramontaine, voire carrément fasciste, on le verra un peu plus tard, qui est vraiment donc le fondement, si on veut, mais un fondement un peu ambigu, on le verra, parce que je suis pas sûr qu'il mène à quelque chose d'autre. C'est pas un filon qui se referme sur lui-même. Donc, dans le cas de Tardivel, je vais le mettre à jour dans mes notes, on est bien sûr en 1945, alors que l'autonomie vient d'être rendue au Canada, qui doit décider qu'est-ce qu'il va en faire. Bon, décision lourde de sens pour son avenir. Et donc, le courageux Joseph Lamirande, chef des séparatistes, va batailler contre le méchant conservateur Sir Henry Marwood, premier ministre fantoche qui est téléguidé par Aristide Montarval, artisan de l'ombre franc-maçon, obéissant aux ordres de Satan lui-même. Ça vaut la peine quand même de lire un extrait. Donc, cet extrait du prologue où Montarval, étant en train d'évoquer, parce que bien sûr les francs-maçons sont satanistes, on le sait, et donc est en train d'invoquer Iblis, son maître, pour recevoir de lui ses ordres. Donc une voix qui n'avait rien d'humain, un murmure qui semblait venir de loin et qui parlait plutôt à l'intelligence qu'à l'oreille, quelle horreur, répondit: traverse les mers, rends-toi sur les bords du Saint-Laurent où tes ancêtres ont jadis planté l'étendard de mon éternel ennemi. C'est là que ton œuvre t'attend. La croix est encore debout sur ce coin du globe. Abala, compte sur mes inspirations. La voix se tue, l'apparition s'évanouit. Et donc, à partir de là, Montarval fait la traversée de l'Atlantique et vient essayer de détruire le peuple canadien français, parce que bien sûr, c'est le pacte avec le diable que sont prêts à faire les francs-maçons. Donc, ils haïssent tellement le fait catholique qu'ils sont prêts à détruire la langue française dans le processus si c'est le prix à payer. Donc, le courageux Joseph Lamirande, je le disais, va s'allier avec George Vaughan, le chef des unionistes, et essayer de comprendre tout ce qui se trame dans ce roman extrêmement bavard. Il va arriver quelque chose d'absolument formidable, entre autres choses, donc avec les épouses, les femmes dans la vie de Joseph Lamirande. Donc la femme de Joseph Lamirande, Marguerite, va être empoisonnée par erreur par les francs-maçons qui visent Joseph, évidemment. Et donc Saint Joseph, le saint patron du bien nommé Joseph, va lui apparaître et, plus ou moins subtilement, lui donner le choix entre la survie de sa femme ou la patrie. Et bien sûr, ils vont faire ensemble, il faut quand même le dire, Marguerite participe, en bonne épouse, participe à la décision, et bien sûr, Joseph va choisir la patrie. Il va même la choisir 2 fois au détriment de la vie de sa fille, plus tard dans le roman, qui tombe malade subitement, et donc faire une 2e fois ce choix et permettre la conversion de Vaughan, son allié, au catholicisme. Vaughan qui était un protestant athée avec une âme intègre, mais malheureusement incroyante. Et donc, ça va mener à la conversion. Dans l'épilogue du roman, on lui donne le choix entre la patrie et la survie de son géranium, et déjà éprouvé par la perte de sa femme et de sa fille. Non, je suis en train d'inventer ça, il choisit pas. C'est pas ça qui arrive. Donc, ce qui est, fascinant, entre autres choses, du roman, c'est bien sûr comment, d'une certaine façon, même si on est dans ce mouvement de la dystopie qui se projette dans l'avenir, comment il y a très très peu d'images de l'avenir qui sont produites dans ce livre-là, et comment on est dans un futur plutôt comme une donnée textuelle que comme un véritable décor. Et comment, finalement, cette absence de projection-là découle sur une création de l'avenir en tant que finalement, en tant que futur catastrophé ou futur mise à jour avec ce qu'on pouvait voir à l'étranger. Et là, je vais citer, à chaque fois que je la répétais, j'avais tendance à prendre la voix du narrateur dans les vieux films de l'abbé Proulx.
je vais essayer d'éviter de faire ça, mais ça sonne beaucoup comme ça. Donc, le futur, le seul moment où Tardivelle fait un résumé de ce qui s'est passé dans les quelques 50 années qui séparent le temps de la diégèse du moment de la publication du roman. La province de Québec a marché rapidement dans les voies du progrès moderne depuis 50 ans. Les grands bouleversements sociaux dont la France fut le théâtre au commencement du 20e siècle ont jeté sur nos rives un nombre considérable de nos cousins d'outre-mer. Parmi ces immigrants, quelques bons sont venus renforcer l'élément sain et vraiment catholique de notre population. Mais la France mondaine, sceptique, railleuse, impie et athée, la France des boulevards, des théâtres, des cabarets, des clubs et des loges, la France ennemie déclarée de Dieu et de son Église a aussi fait irruption au Canada. Depuis longtemps, les théâtres sont florissants à Québec et à Montréal, et des troupes de comédiens font des tournées dans les principaux centres, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Joliette, Saint-Jean, Sorel, Chicoutimi, gâtant les mœurs, ramollissant les caractères. La littérature corruptrice qui sort de Paris comme d'un fleuve immonde se répand sur notre pays depuis plus d'un demi-siècle. Elle a porté ses fruits de mort, grand nombre de cœurs ont été empoisonnés, et de ces cœurs gâtés s'élève un souffle pestilentiel qui obscurcit les intelligences. La foi baisse, tous le voient, tous l'admettent aujourd'hui. Donc, ça va très très mal, et on peut quand même remarquer qu'en essayant de décrire, en échouant à décrire la situation en 1945, il réussit à décrire la situation du plateau Mont-Royal dans les années 2010 avec quand même une grande exactitude. Donc, c'est une mauvaise blague. Donc, oui, bon, mais parfait. Donc, on en arrive à ce roman, donc à cette absence totale d'horizon et de projection vers le futur. On en arrive finalement à une constitution, j'avais trouvé prometteur, entre autres, dans le repérage des hypertextes, des intertextes, de savoir, entre autres, que Jules-Paul Tardivelle avait été quand même le traducteur de Stevenson, ce qu'il a fait, finalement, avec peu de conséquences. Il le disait lui-même, donc je le cite, « Quoique l'auteur soit un protestant, le récit ne manque pas d'une scène morale, c'est une espèce d'allégorie qui nous montre la réalité de deux hommes placés au-dedans de chacun de nous et dont parle saint Paul. Elle nous fait voir la nécessité de dompter l'homme animal qui cherche sans cesse à dominer l'homme spirituel. » Donc il a une lecture assez rigide de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dont il a été le traducteur à l'époque. Et finalement, on se rend compte que le discours scientifique, ni le discours littéraire, ni le discours scientifique ne pénètrent énormément ce livre-là, qui voit, sa préface par Tardivelle lui-même est célèbre pour tout le dédain qu'elle montre envers la forme même du roman, une invention de Satan, une invention diabolique, au dire même de Tardivelle, qu'il n'emprunte que pour détourner ses armes à l'ennemi. Donc, la principale inspiration du livre étant, paradoxalement, donc une lecture cachée mais manifeste. J'en dois le repérage à Jean-Christian Plot dans un beau texte qu'il a écrit sur le roman, donc Les lectures honnêtes de Jules-Paul Tardivelle. Donc, cette espèce de protocole des sages de Sion franc-maçon qui circulait au 19e à l'époque et avec de grands retentissements. Donc, je vais lire le titre au complet parce que c'est intéressant. Donc, du docteur Bataille, pseudonyme de Léo Taxil, le journaliste. Le diable au 19e siècle, ou les mystères du spiritisme, la franc-maçonnerie luciférienne, révélation complète sur le paladisme, la théurgie, la géopoésie et tout le satanisme moderne, magnétisme occulte, pseudo-spirit, évocate, procédant, les médiums lucifériens, la cabale fin de siècle, magie de la rose-croix, la possession à l'état latent, les précurseurs de l'antéchrist, etc. Donc, on est exactement dans cet esprit-là. Et ce qui est assez drôle, donc, quand on explore ce filon-là, c'est que on voit très tôt, c'est un parcours un peu fléché, mais quelques 30 ans plus tard, dans La Cité dans les fers du bal Paquin, donc en 1926, les francs-maçons reprennent du service. Et on est dans une espèce de situation où le premier ministre McEachran, on est dans un futur pas vraiment daté dans La Cité dans les fers, donc où le premier ministre McEachran, franc-maçon notoire et impérialiste convaincu, je cite, tient les Canadiens français sous le joug d'une attitude autoritaire et en leur imposant des taxes indues. Il essaie d'imposer le libre-échange, la taxation et surtout, au horreur, la taxation de la propriété religieuse. Et il va y avoir une guerre civile qui va éclater à partir du moment où les grands méchants francs-maçons cachés vont essayer
de mettre sous tutelle le couvent des religieuses de Montréal, qui est en défaut de paiement de la taxe religieuse. Et donc, à partir de là, s'impose un leader charismatique, André Bertrand, le leader du mouvement national, qui va littéralement faire un coup d'éclat, proclamer l'indépendance du Québec et se nommer chef. La description du chef lui-même en vaut la peine. Donc, je cite le début d'un chapitre bien nommé « Le chef ». L'énergie était la qualité dominante d'André Bertrand. Il savait vouloir. Et quand il voulait quelque chose, il savait prendre les moyens pour arriver à ses fins. Caractère cassant et violent, il avait su se maîtriser. Orgueilleux, il ne doutait jamais de lui-même. Ce sentiment humain, la peur, lui était inconnu. En face de l'avenir, des événements et des hommes, il n'avait jamais eu peur. Son physique avantageux et sa force herculéenne lui étaient un atout considérable. Crâne, ne détestant pas les aventures, il tenait à la fois de Cyrano, de Mirabeau et de Mussolini. Et ce mélange formait un singulier personnage d'une force rare. Il possédait dans ses yeux noirs un charme étrange et de sa personne, il se dégageait un magnétisme naturel dont il se servait avec beaucoup d'habileté. Il était bien le chef désigné du grand mouvement national. Donc, curieusement, l'histoire ici va encore tourner autour des femmes dans la vie d'André Bertrand. André Bertrand étant moins chanceux, en guillemets, que Joseph Lamirande, parce que Joseph Lamirande avait des femmes qui meurent mais qui lui étaient fidèles, alors que André Bertrand a des femmes qui vivent mais qui le trahissent. Donc, oui, c'est moins chanceux, quand même. Donc, il va être trahi par Yvette Guernal, la comédienne qui est follement amoureuse de lui, mais dont il refuse de retourner les avances, et plus tard par Lucille Gaudry, donc la fille du solliciteur général et ennemi juré d'André Bertrand, Vincent Gaudry, Sir Vincent Gaudry, ce qui va mener à sa pendaison à la fin du récit. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte-là. Il y a quand même un peu la figure de la guerre future, je dirais, donc qui éclate à la fin, quand la guerre civile bat son plein, un peu plus de visualisation d'un certain futurisme, de certains avancements technologiques. Il y a aussi un intertexte, donc une mention intéressante à Conan Doyle au tout début du récit, donc au moment où André Bertrand, sur un mode presque kafkaesque qui ne dure pas au début du récit, est arrêté sans savoir pourquoi. Il va se dire à lui-même, donc, de toutes les catastrophes, dit la sagesse des nations, cherchez la femme. Ayant lu dans son enfance quelques récits de Conan Doyle où se trouvent magnifiés les exploits de Sherlock Holmes, on avait conclu que pour déchiffrer des problèmes de prime abord inextricables, la méthode déductive est la plus infaillible. Donc, intéressant transfert culturel, mais qui nous laisse quand même sur cette espèce de piste assez limitée par rapport à un véritable imaginaire de l'avenir. Et je vais aborder un troisième texte en revenant à cette remarque que je faisais, que d'une certaine façon, le filon de la fable futuriste ultramontaine avait une histoire presque régressive plutôt que progressive, parce qu'il nous mène narrativement à un dernier exemple, donc Utopia de Jean Bertos, le pseudonyme du journaliste franco-manitobain Thomas Mercier. Donc Utopia qui est... Ça a été défait, tu veux dire ça? Merci, Jean-Louis. Donc, Jean-Louis, tu me le diras tout à l'heure. Donc, Utopia de Jean Bertos, publié vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, où on est, quand je parle de régression sur le plan narratif, parce qu'on est bel et bien sur ce mode de l'utopie qu'évoquait hier Marc Angenot. Donc, on est dans un roman qui n'en est véritablement plus vraiment un, encore moins que ne l'était pour la patrie de Tardivelle. Donc, on est dans cette visite d'un monde d'un monde imaginé. Donc, en 1959, quelques années après la fin de la guerre, constitué en 1953 dans le roman, au moment où le Québec est une théocratie catholique. Et donc, on a un clerc français qui va venir visiter le Québec, qui va atterrir à Saint-Jean-du-Peuple, nouvelle capitale du Québec, dominée par l'ordre de Saint-Michel. Donc, qui a instauré cet ordre théocratique catholique sur toute la province pour le plus grand bonheur de ses citoyens. Ce qui est absolument merveilleux dans ce texte-là et dans le filon qui le referme, c'est que, donc, on est vraiment dans le guide Michelin, justement, dans la visite dans ce monde nouveau, et on est dans une espèce de naïveté totalement fascinante face au mécanisme du totalitarisme, c'est-à-dire que on nous décrit comme quelque chose d'absolument merveilleux,
une chose qui est, pour le lecteur contemporain, évidemment, particulièrement horripilante. Donc, je donne quelques exemples, soit celui, par exemple, de la suppression de la démocratie. On nous dit « Quel coup de théâtre ce fut et quel déchirement quand le gouvernement édicta une première loi par laquelle les membres nouvellement élus étaient désormais nommés à vie. Tout notre système d'élection venait d'être renversé. Ces lois furent adoptées à l'unanimité, preuve que nos élus entraient de corps et d'âme dans un ordre nouveau pour y coopérer tous ensemble. » Donc, voyez la bonne nouvelle qui est annoncée. On n'est pas naïf au point de croire que ce système-là peut se maintenir par le pur bonheur des citoyens. Donc, on reconnaît à un autre moment dans le roman la nécessité d'une espèce de police secrète qui n'est pas nommée ainsi, mais qui est quand même défendue par un citoyen qui va nous dire il ne faut pas croire cependant que nous les avons fondés pour tracasser qui que ce soit, pour inquisitionner, car nous protégeons la liberté de chacun, une liberté dirigée, bien entendu. Nos lois sont sévères, mais ne sont que pour ceux qui veulent saper notre société, pour les êtres dangereux, les éléments de détérioration. Ceux-là, nous les surveillons, et s'il le faut, nous les éliminons. Donc, dit comme ça, c'est simple. Et on va même ajouter, ce qui est assez fascinant, donc on forme ces limiers-là dès la plus petite, dès la tendre enfance, dans des écoles de limiers, en fait. Donc, on a les jeunesses hitlériennes par-dessus l'affaire. Et donc, on a même des mentions, c'est assez fascinant, des mentions, entre autres, des avantages qui sont consentis à l'ordre de Saint-Michel, où on est tout à fait en plein stalinisme. Mais tout ça, ce qui est fascinant, c'est que tout ça est décrit comme non seulement une utopie, donc comme un lieu de nulle part et un lieu impossible, mais comme une utopia du titre, donc comme un lieu bien, comme l'atteinte d'un bien commun total. Donc, il y a quelque chose d'absolument fascinant là-dedans, et on peut bien sûr comprendre comment le texte n'a pas eu des échos énormes. C'est presque une chance pour lui au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un drôle de moment pour faire ce genre de proposition sur un mode presque de service à la clientèle historiquement. Donc, on a cette impression-là que plutôt que d'avancer, on a reculé en arrivant au texte de Jean Bertha, c'est qu'on arrive à ce moment où finalement on est devant une espèce de cul-de-sac de ce filon-là. Et c'est le moment où moi-même, dans ma recherche, je me suis posé la question finalement de qu'est-ce que je cherchais principalement, et que j'ai trouvé peut-être l'exemple de ça, donc d'un texte qui, de par rapport à l'avenir, saurait se projeter dans l'avenir et saurait manifester envers le progrès, non pas nécessairement une confiance vernienne, mais déjà une ambivalence qu'on a absolument nulle part dans ces trois textes-là, donc où on est soit dans la condamnation pure et simple, soit dans le contournement. Donc, discours ambivalent face à la modernité, certaines formes de pénétration du discours scientifique et intertexte. Et donc, celui qui m'a intéressé particulièrement, qui est drôle, celui-là, de façon volontaire pour l'essentiel de son parcours, c'est Les aventures extraordinaires de deux Canadiens, Charivari littéraire et scientifique de Jules Géhin en 1918, qui est très, très intéressant, d'une part pour son ton drôlatique. Donc, on nous raconte les mésaventures de Titoine Pelletier, le dentiste, et de son compagnon Baptiste Courtemanche, ingénieur, inventeur, et bientôt empereur de l'espace, donc qui vont ensemble inventer un ballon dirigeable géant qui va leur permettre d'aller beaucoup plus haut que tous les aéroplanes existants à l'époque, et de se proclamer donc Baptiste Ier, empereur de l'espace, qui va leur permettre ni plus ni moins que de mettre fin à la Première Guerre mondiale en intercédant directement auprès de Guillaume II. Donc on est dans le picaresque. On est surtout donc dans une certaine confiance placée envers la technique, en même temps qu'une certaine méfiance. Donc je cite le grand monologue de Baptiste au début du roman, alors que tous deux font leur plan en dégustant du whisky blanc. C'est le progrès, mon cher ami, dit Baptiste en souriant. Et nous ne sommes encore qu'à la genèse du grand bouleversement scientifique qui va bouleverser le monde. La guerre actuelle aura été la source d'un grand nombre de découvertes et de perfectionnements qui n'auraient sans elle jamais vu le jour, ou du moins n'auraient jamais été étudiés et mis en pratique qu'à une époque beaucoup plus tardive. Vois ce qui se passe en ce moment dans la vieille Europe.
Tout est mis en mouvement pour perpétrer le crime, assouvir les passions destructives les plus subtiles, employer la science pour accomplir la haine ou de l'hypocrisie. Rien n'a été négligé, l'éther, le sol et les ondes. L'homme, aujourd'hui, ne se contente plus de s'entregorger sur la terre, mais, comme des taupes, se ferait des voies souterraines pour mieux frapper leurs victimes. Le ciel est sillonné d'aéroplanes et de zeppelins qui planent dans les airs, vont scruter les positions ennemies et porter la mort. L'océan est envahi par des sous-marins qui, traîtreusement, ne se contentent pas de couler les navires de guerre, mais frappent aveuglément ceux portant les femmes, les enfants et les pauvres blessés. Ceci en se servant du mot « kultur » pour cacher celui de férocité. Donc, quand même, il y a un discours qui a beaucoup d'aplomb là, et surtout, ce que j'ai été très, très content de trouver, peut-être le premier intertexte vernien de la littérature d'anticipation québécoise, donc plus tard dans le roman, Baptiste Courtemanche, en faisant l'historique de sa passion pour les sciences, va mentionner donc combien de fois, étant au collège, je me plaisais à lire les livres de Jules Verne, Les voyages du Nautilus sous les mers, Robur le Conquérant, Les aventures d'un Chinois en Chine, et cependant, ces livres faisaient entrevoir des possibilités, puisqu'aujourd'hui, nous avons les sous-marins, les aéroplanes, le phonographe. Donc, tout à coup, dans cette ouverture-là, se place ou est en train de s'inventer une autre tradition dont nous pourrons peut-être parler une autre fois. Merci infiniment de votre attention.